Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui nous concerne tous de près ou de loin, le ronflement. Bonjour. Oui, un phénomène extrêmement courant. Exactement. Souvent, on le prend un peu à la légère, comme une simple nuisance sonore la nuit, mais en réalité, ça peut cacher des choses plus importantes. Tout à fait. Notre exploration aujourd'hui, basée sur des informations clés qu'on a pu rassembler, notamment de ronflements, causes, remèdes et prévention, c'est de comprendre vraiment ce qui se passe, d'où vient ce bruit, quels sont les signes qui doivent nous alerter et surtout quelles solutions existent. C'est un bon programme. Il y a beaucoup à dire. Ah oui, alors pour commencer, il faut faire la différence. Ronfler de temps en temps, après une journée fatigante ou quand on est enrhumé, bon, ça arrive même au bébé, paraît-il. Oui, c'est physiologique dans certains cas. Mais quand ça devient chronique, vraiment toutes les nuits, et que c'est bruyant, là on nous dit que ça peut être lié à des risques pour la santé, et pas des moindres. AVC, crise cardiaque, c'est pas rien. Effectivement, ce n'est pas anodin. Le bruit lui-même, ce son de vibration, parfois très fort, Oui, ce grondement. voilà, ça vient des tissus mous au fond de la gorge. Le palais mou, la luette, cette petite chose qui pend, parfois même les amygdales ou la base de la langue. Quand on dort, les muscles se relâchent. Mhm. Et si les voies aériennes sont un peu rétrécies pour une raison ou une autre, l'air a du mal à passer, ça fait vibrer ces tissus. C'est ça le ronflement. D'accord, donc c'est vraiment un phénomène mécanique en fait. C'est ça. Un problème de plomberie respiratoire, si on veut simplifier. C'est une bonne image. Mais alors, la question cruciale, c'est quand est-ce qu'on doit s'inquiéter? Quand est-ce que ce n'est plus juste un bruit gênant? C'est la question importante. Il faut vraiment distinguer le ronflement simple dit primaire de ce qui pourrait être un signe d'apnée obstructive du sommeil, l'AOS. L'apnée du sommeil, oui, on en entend beaucoup parler. Voilà. Les signaux d'alerte pour l'apnée, c'est d'abord un ronflement très sonore, souvent décrit comme irrégulier. Surtout, il est entrecoupé de pauses respiratoires. Des silences. Oui, des silences qui peuvent durer plusieurs secondes, voire plus. La personne arrête littéralement de respirer. Et ces pauses se terminent souvent par une reprise bruyante de la respiration, un peu comme un halètement, un suffoquement. Ah oui, ça doit être impressionnant à entendre pour le partenaire. Très. Et la personne elle-même n'en a pas forcément conscience, mais son sommeil est très fragmenté. Du coup, autre signe majeur, une fatigue intense pendant la journée. Une somnolence diurne, excessive, même après une nuit de durée normale. On se sent épuisé sans comprendre pourquoi. Exactement. Irritabilité, difficulté de concentration, parfois même des maux de tête le matin au réveil, ou une sensation de bouche très sèche, de gorge irritée, tout ça, ça doit alerter. D'accord, donc si on coche plusieurs de ces cases, ronflement fort et irrégulier, pause respiratoire rapportée, fatigue le jour, Là, il ne faut pas hésiter. Il faut consulter un médecin. C'est vraiment important pour évaluer s'il y a une apnée du sommeil derrière. compris. Et qu'est-ce qui cause ce rétrécissement des voies aériennes, au fond? Pourquoi chez certaines personnes et pas d'autres? Alors, les causes sont multiples, vraiment variées. On peut les classer un peu. Il y a d'abord des facteurs liés au mode de vie, Comme quoi, par exemple? la consommation d'alcool, surtout le soir. L'alcool détend les muscles, y compris ceux de la gorge. Même chose pour certains médicaments, comme les sédatifs, les somnifères. Ah oui, ça favorise le relâchement musculaire. Tout à fait. Ensuite, il y a le poids. Le surpoids et l'obésité sont des facteurs de risque majeurs. Pourquoi? Le gras? Oui, l'excès de tissu graisseux peut s'accumuler autour du cou et dans la gorge, et ça vient comprimer les voies aériennes, réduire leur calibre. D'accord, je vois. Après, il y a des facteurs plus structurels, anatomiques. L'âge, déjà. Avec le temps, les muscles perdent naturellement de leur tonicité, y compris ceux du pharynx. Donc on ronfle plus facilement en vieillissant. En général, oui. Et puis, il y a l'anatomie propre à chacun. Certaines personnes ont naturellement des amygdales ou des végétations adénoïdes plus volumineuses, surtout chez les enfants d'ailleurs. Mhm. Une langue très épaisse ou volumineuse peut aussi obstruer l'arrière-gorge quand on est allongé. Une mâchoire inférieure un peu reculée, ce qu'on appelle une rétrogénie. Ah oui, hein. Oui. Ou encore, un problème très fréquent, une déviation de la cloison nasale. Si le nez est bouché ou si l'air passe mal par le nez, on est obligé de respirer par la bouche. Et ça augmente le risque de ronflement. C'est fascinant de voir comment la forme de notre propre visage et de notre gorge peut jouer à ce point. Absolument. C'est pour ça qu'on ne réagit pas tous pareil. On apprend aussi dans les sources que c'est statistiquement plus fréquent chez les hommes que chez les femmes, du moins avant la ménopause. Ah, intéressant. Pourquoi? Hormonal ou... Probablement des facteurs hormonaux, mais aussi des différences anatomiques au niveau de la gorge et de la répartition des graisses. D'accord. Et il y a aussi la génétique et les antécédents familiaux.
Si nos parents ronflaient... Oui, il peut y avoir une prédisposition familiale liée à l'anatomie héritée. Et puis, il y a des causes plus temporaires, non? Comme le rhume. Bien sûr. Toute congestion nasale, que ce soit à cause d'un rhume, d'une sinusite ou d'allergies saisonnières, ça peut boucher le nez et forcer la respiration par la bouche, déclenchant ou aggravant le ronflement. Et même la grossesse, c'est mentionné. Oui, pendant la grossesse, les changements hormonaux et la prise de poids peuvent aussi augmenter le risque de ronflement et parfois même d'apnée du sommeil gestationnel. C'est à surveiller. D'accord, donc beaucoup de facteurs en jeu. Si on suspecte un problème, notamment l'apnée, comment se passe le diagnostic? Qu'est-ce que le médecin va faire? Alors, la première étape, c'est généralement un examen clinique. Le médecin va examiner attentivement le nez, la bouche, le palais, la gorge, pour chercher des signes d'obstruction évidents. Grosse amygdale, déviation de la cloison, etc. Et regarde la tuyauterie. C'est ça. Et puis, il va poser beaucoup de questions. Sur la fréquence du ronflement, son intensité, est-ce qu'on l'entend depuis la pièce d'à côté, les circonstances d'apparition, la présence des signes d'alerte dont on a parlé, fatigue, pause respiratoire rapportée par le conjoint. L'interrogatoire est clé. Essentiel. Souvent, le témoignage du partenaire de lit est très précieux. Et en fonction de tout ça, si une apnée du sommeil est vraiment suspectée, l'étape suivante, c'est souvent de proposer une étude du sommeil. La fameuse polysomnographie. Exactement. Polysomnographie. C'est l'examen de référence. Il s'agit d'enregistrer plusieurs paramètres pendant le sommeil. Ça se passe comment, concrètement? Faut aller dormir à l'hôpital? Ça peut se faire en laboratoire de sommeil, à l'hôpital ou en clinique, oui. On passe une nuit avec plein de capteurs sur la tête pour l'activité cérébrale, les ondes EEG, près du nez et de la bouche pour le fluidaire, sur la poitrine et l'abdomen pour les mouvements respiratoires, un capteur au doigt pour l'oxygène dans le sang, l'oxymètre, des électrodes pour le rythme cardiaque, ECG, parfois sur les jambes pour les mouvements. Waouh, ça fait beaucoup de fils. Ça ne doit pas être facile de dormir avec tout ça. C'est vrai que ça peut être un peu impressionnant, mais en général, les gens arrivent quand même à dormir suffisamment pour que l'examen soit interprétable. Et de plus en plus, on peut aussi faire des enregistrements simplifiés à domicile. C'est ce qu'on appelle la polygraphie ventilatoire. C'est moins complet, mais souvent suffisant pour diagnostiquer une appli. Ah, c'est plus pratique ça. Oui, plus confortable pour le patient. L'analyse de tous ces signaux permet de compter précisément le nombre d'apnées, arrêt complet de la respiration, et d'hypopnées, réduction significative du flux d'air par heure de sommeil, et de voir leur impact sur l'oxygène et la structure du sommeil. Ça donne un diagnostic précis et évalue la sévérité. D'accord. Une fois qu'on a le diagnostic, que ce soit ronflement simple, gênant ou apnée du sommeil avérée, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les options de traitement? J'imagine que ça dépend de la cause et la gravité. Tout à fait. On commence très souvent par les approches non chirurgicales, les moins invasives. Les changements de mode de vie, j'imagine, hein? Exactement. C'est la base. Si le surpoids est un facteur, perdre du poids peut faire une différence énorme, parfois même résoudre le problème. C'est souvent plus facile à dire qu'à faire, mais bon. C'est sûr, mais c'est efficace. Ensuite, éviter l'alcool et les sédatifs, surtout dans les heures qui précèdent le coucher. On en a parlé, ça relâche trop les muscles. Logique. Et la position pour dormir, on dit toujours qu'il faut dormir sur le côté. Oui, dormir sur le dos en position dorsale favorise le recul de la langue et du palais mou, donc le ronflement. Dormir sur le côté ou sur le ventre peut aider. Il existe même des dispositifs, des sortes de sacs à dos en mousse ou des oreillers spéciaux pour aider à maintenir la position latérale. Des astuces de grand-mère ou des techniques modernes? Un peu des deux. Si la cause est une congestion nasale chronique, allergie, etc., il faut la traiter. Médicaments antihistaminiques, corticoïdes nasaux. Parfois, des solutions simples, comme les bandelettes nasales qu'on colle sur le nez, peuvent aider à mieux ouvrir les narines. Ça marche vraiment, ces bandelettes? Ça peut soulager certaines personnes, surtout si le problème vient de l'entrée du nez. Ce n'est pas une solution miracle pour tout le monde, mais ça vaut le coup d'essayer, ce n'est pas invasif. Et il y a aussi des appareils qu'on met dans la bouche, non? Oui, ça c'est une option très importante, surtout pour le ronflement et l'apnée légère à modérée, les orthèses d'avancée mandibulaire, OAM. Quesaco. Ce sont des appareils dentaires sur mesure, un peu comme des protège-dents sportifs, mais conçus pour maintenir la mâchoire inférieure légèrement avancée pendant le sommeil. Et ça fait quoi d'avancer la mâchoire? En avançant la mandibule, ça tire aussi la base de la langue vers l'avant et ça tend les tissus mous du pharynx. Du coup, ça ouvre l'espace à l'arrière de la gorge, ça empêche les voies aériennes de s'affaisser. Ah, c'est malin comme système. C'est souvent très efficace,
Mais ça demande une adaptation et ça doit être fait par un dentiste ou un spécialiste formé. D'accord. Donc ça, c'est pour les approches non chirurgicales. Mais si ça ne suffit pas, ou si le problème est vraiment lié à l'anatomie, Alors pour les cas plus sévères ou quand il y a une obstruction anatomique bien identifiée qui ne répond pas aux autres traitements, la chirurgie peut être envisagée. Mais c'est généralement en dernier recours. quelle sorte d'opération existe? Il y a plusieurs types. Certaines visent à réduire ou à rigidifier les tissus qui vibrent dans la gorge. Par exemple, l'uvulo-palatopharyngoplastie, UPPP, qui consiste à enlever une partie du voile du palais, de la luette et parfois des amygdales. C'est une chirurgie assez lourde. Hmm, Oui. Il existe des techniques plus récentes, moins invasives, qui utilisent le laser LAOP ou la radiofréquence somnoplastie pour chauffer et rétracter les tissus du palais mou ou de la base de la langue, les rendant moins susceptibles de vibrer ou de s'affaisser. Moins invasif, ça semble mieux. Potentiellement, mais l'efficacité peut être variable et parfois temporaire. Si le problème vient du nez, comme une déviation majeure de la cloison, on peut proposer une septoplastie pour la redresser et améliorer le passage de l'air. Ça semble logique. Si les amygdales ou les végétations sont très grosses et obstructives, notamment chez l'enfant mais parfois aussi chez l'adulte, une amygdalectomie, une tonsillectomie ou une adénoïdectomie peut être la solution. D'accord. Donc le choix de la chirurgie dépend vraiment De l'endroit où ça bloque en fait. exactement, de la cause précise et de la sévérité du trouble. La décision se prend au cas par cas, après une évaluation complète et une discussion des bénéfices et des risques avec le chirurgien ORL ou maxillofacial. C'est important de le souligner. Et au quotidien, en dehors des traitements médicaux, on peut faire des choses simples pour prévenir ou limiter le ronflement. On a déjà parlé du poids, de l'alcool. Oui, et il y a d'autres petites choses. Surélever légèrement la tête du lit, de 10-15 cm, peut aider par gravité à dégager un peu les voies aériennes. Mettre des cales sous les pieds du lit. Voilà, ou utiliser un oreiller un peu plus épais ou ergonomique. Mais attention à ne pas créer de tension cervicale. On a parlé de l'oreiller pour dormir sur le côté. Bien traiter ses allergies pour éviter la congestion nasale, c'est essentiel aussi. Maintenir une bonne hygiène de sommeil en général. Donc on a quand même quelques leviers d'action au quotidien. Oui, pour les ronflements légers à modérés, ces mesures peuvent suffire. Pour les cas plus sérieux, elles viennent en complément des traitements spécifiques. Et juste pour bien enfoncer le clou, revenons sur les risques. Pourquoi c'est si important de prendre au sérieux un ronflement chronique sévère, surtout s'il y a apnée? Parce que les conséquences sur la santé peuvent être vraiment sérieuses à long terme. L'apnée du sommeil, avec ses arrêts respiratoires répétés, provoque une baisse du niveau d'oxygène dans le sang, nuit après nuit. C'est ce qu'on appelle l'hypoxie intermittente. Le corps manque d'oxygène. Et ça, le corps n'aime pas du tout. Ça met le système cardiovasculaire à rude épreuve. Ça augmente considérablement le risque de développer de l'hypertension artérielle. Ah oui. Oui, l'apnée du sommeil est une cause majeure d'hypertension résistante au traitement. Ça augmente aussi le risque de maladies cardiaques, arythmie, insuffisance cardiaque, maladie coronarienne et d'accident vasculaire cérébral. AVC. C'est vraiment lié. Très fortement. Et ce n'est pas tout. L'apnée perturbe aussi le métabolisme. Elle est associée à un risque accru de développer un diabète de type 2, indépendamment du poids. Incroyable. Sans oublier l'impact sur la qualité de vie au quotidien. La fatigue chronique, la somnolence, qui peut causer des accidents de la route ou du travail, les troubles de l'humeur, la dépression, les difficultés cognitives. C'est un vrai problème de santé publique. Oui, quand on voit tout ça, on comprend mieux pourquoi il faut être vigilant. Pour résumer donc, le message principal c'est ronfler, c'est fréquent et la plupart du temps, c'est bénin. Mais il ne faut pas ignorer les signaux d'alerte. Un ronflement très fort, irrégulier, avec des pauses respiratoires observées par l'entourage, associé à une fatigue importante pendant la journée, ça mérite une consultation médicale. Pour faire le point et écarter ou diagnostiquer une apnée du sommeil. Exactement. C'est ça le plus important. Ne pas rester avec un doute ou une gêne importante sans en parler à un professionnel de santé. Il pourra évaluer la situation, faire les examens nécessaires si besoin et proposer une prise en charge adaptée pour améliorer le sommeil et prévenir les risques à long terme. C'est très clair, le message est bien passé, je pense. J'espère. Et pour finir, peut-être une petite question qui ouvre la réflexion. Ah, allez dit. On a beaucoup parlé du partenaire qui entend le ronflement, qui remarque les pauses. Mais comment fait-on quand on vit seul ? Comment savoir si son propre ronflement est juste un bruit ou s'il cache quelque chose de potentiellement problématique comme l'apnée? C'est une excellente question. On n'a pas de témoin direct. Voilà. Alors est-ce que, par exemple, s'enregistrer pendant son sommeil avec son smartphone pourrait être une piste? Pas juste pour entendre le bruit, mais
Est-ce qu'un enregistrement audio pourrait, qui sait, capter des indices? Des changements de rythme dans le ronflement, des silences suspects, des reprises de souffle bruyantes. Est-ce que ça pourrait nous donner des éléments, même indirects, qui suggéreraient qu'une investigation plus poussée serait peut-être utile? S'enregistrer soi-même. C'est une idée intéressante. Ça ne remplace pas un diagnostic médical, bien sûr. Bien sûr que non. Mais comme point de départ, pour prendre conscience de quelque chose qu'on ignorerait totalement sinon. C'est une piste à explorer peut-être. Une réflexion intéressante pour conclure notre exploration. Merci beaucoup pour cet éclairage très complet. Avec plaisir.